Donc, ayant dit cela, nous pensons que du côté de l'expérience que notre pays a traversée au cours des 10 dernières années, comme le Burkina ou le Niger, je pense que nous avons la même expérience. Je pense que nous en avons tiré quelques leçons que j'ai essayé de résumer pour nos auditeurs. Nous pensons que la première leçon que nous tirons de cette décennie d'insécurité, de lutte contre le terrorisme et d'instabilité, c'est que personne ne viendra nous sauver à notre place. Personne. Et j'ai pris l'exemple du Rwanda. Le Rwanda est un pays qui a connu un génocide. En quelques semaines, 1 million de personnes ont été tuées devant les forces internationales, l'ONU. Tout le monde était là. On a regardé finalement. La solution n'est venue que des Rwandais eux-mêmes. Et partant du même exemple, j'ai aussi indiqué que dans le cas du Mali, malgré une présence internationale sur 10 ans avec presque toutes les armées du monde, avec des financements en milliards de dollars, pendant ces 10 ans, les moyens n'ont pas été créés pour sortir le Mali. Il fallait sortir de ce paradigme. Il fallait établir une vision de la gouvernance sécuritaire de notre pays, changer de paradigme sécuritaire, parce que nous avons essentiellement compté sur l'extérieur pour assurer notre sécurité. Le résultat, nous le connaissons. Nous avons dû revenir à nous-mêmes, mettre la sécurité des Maliens entre les mains des Maliennes et des Maliens, investir dans cette sécurité, former notre armée, nous sacrifier pour notre pays. Et aujourd'hui, on n'est pas sorti de l'auberge, mais les résultats commencent à sortir. C'est que nous commençons à reprendre le contrôle de notre pays. Donc c'est dire que la première leçon, c'est qu'il ne faut pas compter sur quelqu'un pour venir t'aider en matière d'insécurité. Il ne faut surtout pas sous-traiter sa sécurité à une puissance étrangère ou à une organisation internationale pensant qu'ils vont vous apporter la solution. Chaque organisation qui vient vous aider, chaque armée étrangère qui vient vous aider, il y a un coût, il y a un prix, il y a surtout leurs intérêts qu'ils vont défendre. Et même que vous devenez un fonds de commerce pour eux, le fonds de commerce deviendra que votre insécurité est leur prospérité. Donc ils n'auront jamais intérêt à ce que vous en sortiez. Donc ça, c'est la première leçon que j'ai partagée avec nos amis, en indiquant que la sécurité d'un pays, quel que soit le coût, ne doit pas être sous-traité à une puissance extérieure ou à une armée étrangère. La deuxième leçon que j'ai partagée avec nos amis et qui touche aussi à la thématique de votre rencontre d'aujourd'hui, c'est qu'il nous faut changer de narratif. Parce que pourquoi la question du narratif est importante? Parce que tout ce que nous faisons est défini par notre vision des problèmes, notre compréhension des problèmes. Le narratif que nous avons aujourd'hui est un narratif qui nous est imposé par d'autres personnes. C'est un narratif qui est véhiculé par des médias étrangers. Des millions sont investis pour nous faire comprendre même qui nous sommes. Pour que le Mali comprenne le Burkina, il faut qu'on lise RFI France 24. Donc ça veut dire que nous-mêmes, un voisin qui est là, on ne peut pas le comprendre sans passer par d'autres. Le changement de narratif veut dire qu'il faut que nous-mêmes, nous réapproprions notre histoire. Et que nous-mêmes, nous contions notre histoire, que nous ne comptons pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui sont en train de compter l'histoire de l'Afrique. Et quand j'ai expliqué, on a eu une conférence récemment à des amis, que le Mali lui-même ne fut pas un pays enclavé. Au début, le Mali était une puissance maritime, pas la République du Mali, mais l'Empire du Mali. Et que nous sommes devenus un pays enclavé plus tard. Et que c'est un des empereurs du Mali, le roi Aboubakari II, qui a découvert l'Amérique. Il y a des recherches scientifiques qui existent, mais aucun de nous n'a appris ça à l'école. Aucun de nous n'a. Donc c'est nécessaire pour nous-mêmes de définir notre propre narratif, parce que quand tu es sur le narratif d'autrui, mais aujourd'hui on peut même faire de nous des armes pour détruire nos pays, parce que nous n'avons pas notre propre narratif, notre propre compréhension. J'ai pris l'exemple même du terrorisme qu'on nous impose aujourd'hui. Par exemple, certains, ils parlent même de djihadisme. Mais le djihadisme, moi je n'utilise jamais ce mot.
Parce que terrorisme, c'est terrorisme. Même le terrorisme lui-même, il est fabriqué, on le sait. C'est des gens qui ont créé ça il y a 20 ans. Le Mali, on n'avait pas ça ici. Donc le djihadisme est un concept, quand on rentre dedans, vous les hommes des médias, vous devez faire extrêmement attention. Parce que nous, musulmans, nous savons que le djihad veut dire guerre au nom de Dieu. Et nous savons que les barbares, les gens qui tuent nos enfants tous les jours, mais n'ont rien à voir avec, ils ne peuvent même pas le faire au nom du même Dieu que nous connaissons. Mais ceux qui les appellent djihadistes veulent déjà peut-être accréditer ou légitimer leur combat. Donc je pense que la question de narratif est extrêmement importante. Tout ce que nous disons, il faut que nous-mêmes nous comprenions quelle est notre propre perspective de ça. Comment nous pouvons imposer notre propre narratif en tant qu'Africains. Je pense que c'est important. Le narratif aussi, c'est de comprendre, ne pas tomber dans le misérabilisme. Pas être arrogant, mais les gens nous ont mis dans la tête que nous sommes pauvres. Et nous-mêmes, on répète à longueur de journée, quand le Mali, le Burkina, le Niger se sont mis ensemble, tout le monde s'est levé, 3 pays enclavés, pauvres se mettent ensemble. Et je vois tous les journaux africains qui répètent la même chose. 3 pays enclavés, pauvres qui se mettent ensemble. Ça donne quel résultat? Et nous-mêmes, comme des perroquets, on se met à répéter ça. Mais les 3 pays pauvres enclavés, l'acte qu'ils ont posé, je crois que ça a créé un séisme géopolitique dans la région. Maintenant, la dynamique est de quel côté? Mais du côté de ce qu'on appelle les 3 pays pauvres enclavés. Ceux qui ont été à la cause de l'instabilité dans notre région, ceux qui ont été à la source du financement du terrorisme, ne peuvent pas financer les groupes terroristes et venir de notre côté dire qu'on va vous aider à les combattre. Donc il faut qu'on sorte de ça, qu'on comprenne qui est l'ennemi. Quand on parle de terrorisme, on parle de qui? Quelles sont leurs motivations? Qui est derrière eux? Qui les finance? Donc pour que toi tu viennes m'aider, il faut que je comprenne. Ceux qui ont bombardé la Libye, qui ont été à la base de l'expansion du terrorisme, mais ne peuvent pas être le médicament des puissances, dans une parfaite hypocrisie, se proclament berceau des droits de l'homme, mais c'est eux qui aujourd'hui sont à la source du financement du terrorisme. Et j'ai rappelé le cas que le Mali a porté devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Jusqu'à demain, personne n'a levé la main pour dire que je suis d'accord, venons, débattons du problème que le Mali a posé par rapport à ça. Il faut que l'Afrique assume ses responsabilités. C'est vrai que nous pouvons reprocher beaucoup de choses aux colonisateurs, à beaucoup de pays, mais cela ne nous disculpe pas. Pendant 60 ans, qu'est-ce que nous avons fait de nos pays? Je pense que sur beaucoup de plans, économiques, politiques, sociaux, mais nous avons échoué parce que nous sommes en train de gérer les conséquences de ces échecs. Et pourquoi nous avons échoué? Nous avons notre propre responsabilité. Le financement de la sécurité de l'Afrique et des pays africains doivent reposer sur nous-mêmes. Nous devons utiliser nos propres ressources pour assurer notre sécurité en priorité. Ça ne veut pas dire que notre sécurité, nous ne sommes pas ouverts à travailler avec d'autres, mais tu ne peux pas créer une armée et demander aux autres de financer ton armée pendant que ton armée constitue une menace pour eux, parce que ces pays qui veulent vous dominer n'ont pas intérêt à ce que vous ayez une armée. Donc les dépenses militaires d'un pays ne peuvent pas reposer sur l'aide étrangère. Ça doit être notre effort. Maintenant, on peut définir les partenariats qu'il nous faut, mais tant qu'un pays n'a pas dégagé les ressources pour assurer sa propre sécurité, bon, les autres viendront s'amuser sur son territoire. La 7e, c'est de dire qu'il faut que nous transformions nos organisations régionales pour que ces organisations régionales soient le reflet de nos besoins, de nos préoccupations, et que nos organisations soient pilotées par des leaderships véritablement africains, que ces organisations ne soient pas télécommandées de l'extérieur, ne soient pas sujettes à une ingérence extérieure. C'est le problème qu'on a eu avec la CEDEAO, avec l'UEMOA en particulier. Nos pays ont été sanctionnés parce que la télécommande était à Paris ou ailleurs. On ne peut pas abandonner une partie de sa souveraineté à une organisation et que cette partie de la souveraineté soit utilisée comme une arme contre nous. On met nos sous à une banque centrale, demain, la banque centrale devient une arme qu'on utilise contre toi. Tu adhères au traité d'une organisation, demain on utilise ce traité pour fermer tes frontières. On n'utilise même pas le traité.
parce qu'en fait c'est souvent un club, un ou deux dirigeants décident qu'on va fermer la frontière au Mali, et d'une capitale extérieure, quelqu'un décide que le Mali doit être sanctionné et le Mali est sanctionné. Donc ça veut dire qu'on a des problèmes, mais nous avons adhéré à ces organisations en tant qu'État souverain. Il faut que nous puissions transformer, que ce soit dans le cas du coton ou dans d'autres, il faut qu'on transforme pour qu'il y ait des valeurs ajoutées. Et cette transformation économique, comment nos pays peuvent faire en sorte que cette transformation économique bénéficie à la majorité de notre population? Dans la plupart de nos pays, 70 à 75% de la population est jeune. Dans la plupart de nos pays, au moins 60% de la population est constituée de femmes. Aucun pays, aucun continent, aucune civilisation ne s'en sort en étant la majorité sur le chemin. D'ailleurs, si nous ne nous occupons pas de nos jeunes gens, ils vont s'occuper de nous. Dans la plupart des pays où vous voyez les changements politiques, mais ce sont les jeunes là qui sont en première ligne. Dans les groupes terroristes, qui est-ce qu'on recrute? Ce sont les mêmes qui sont sur le chemin de la migration. Donc je pense que si nos pays ne comprennent pas qu'il faut que nous donnions des alternatives à ces jeunes gens, ça ne va pas marcher. Le dernier point que j'ai partagé avec les uns et les autres, c'était de donner une place à l'Afrique sur la scène internationale. Ce n'est même pas de donner, mais l'Afrique doit prendre sa place dans le concert des nations, parce que personne ne nous donnera rien dans cette affaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, la place qui est donnée à l'Afrique, aux Nations Unies, dans les institutions financières internationales, c'est injuste. Comment un continent aussi grand que l'Afrique n'ait même pas une seule place au Conseil de sécurité des Nations Unies de membres non permanents. Mais en même temps, il faut qu'on se pose aussi la question, si l'Afrique doit être sur la table, sur la scène internationale, hier je le disais encore dans une conférence, l'Afrique ne doit pas être le menu, mais l'Afrique doit être autour de la table en tant qu'acteur. Si l'Afrique est autour de la table en tant qu'acteur, il faut que cet acteur-là vienne en substance, en qualité et en différence. Parce que si l'Afrique est un supplétif de certaines puissances au Conseil de sécurité ou à la Banque africaine de développement ou à la Banque mondiale, un coup on vote avec les Occidentaux, un coup on vote avec les autres, ça ne sert à rien même d'être là-bas, on aurait dû même les laisser diriger. Mais si l'Afrique vient, elle doit porter la voix et la préoccupation des Africains. Elle doit apporter une perspective différente de l'Afrique, un poids différent, une approche différente. Si on n'amène pas ça, je crois que ça ne sert à rien d'être là pour être là, parce que l'Afrique est là. Donc l'Afrique ne doit pas être le menu, l'Afrique doit être un acteur, mais un acteur qui apporte aussi cette substance différente. Ce sont vraiment les 10 leçons que j'ai partagées lors de la rencontre de Kigali, en indiquant qu'il s'agit de repères fondés sur l'expérience propre de notre pays, qui était fondée sur les 3 principes que nous connaissons tous, qui doivent nous aider aussi à définir chacune de ces leçons. C'est un peu les messages que j'ai portés à ce niveau, qui, je pense, reflètent le vécu et les préoccupations des Maliennes et des Maliens.